Donc, bonjour, mesdames et messieurs, merci pour l'invitation. Donc, j'ai le grand plaisir, mais aussi en même temps le défi d'initier cette session. Et on parle du futur, alors que c'est déjà un peu la réalité, voire un peu beaucoup. Voici mes conflits d'intérêts, dont un est en rapport avec le sujet. C'est le projet Traumatrix, qui est un PREPS, financement par la DGOS, pour mettre en place un outil d'aide à la décision pour la prise en charge des patients traumatisés sévères. Comment on arrive là? Pourquoi on parle d'intelligence artificielle en anesthésie-réanimation? Je pense que c'est important de le contextualiser parce il y a sur 20 ans probablement une explosion de notre capacité technologique à stocker de la donnée. Donc ici, un référentiel par rapport à Netflix et votre ADN, mais aussi surtout de traiter de l'information et de réaliser beaucoup de calculs en très peu de temps. Donc à gauche, vous voyez Deep Blue qui en 97 avait battu Kasparov avec une capacité de 10 puissance 47 d'opération versus AlphaGo qui a battu un maître de Go en 2015 avec 10 puissance 170 opérations, en sachant qu'il y a à peu près 10 puissance 80 d'atomes dans l'univers. Donc vous voyez cette explosion de notre capacité technologique, elle fait rêver, elle donne probablement envie. Et c'est un peu le marteau et les clous. Depuis qu'on a ce marteau technologique, on essaie de trouver des clous. Et donc, l'essor de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est important de le contextualiser parce que forcément, derrière ce marteau, derrière ces technologies, il ne faut pas se leurrer qu'il y a un énorme intérêt et une pression économique et médico-économique. On n'aura pas le temps de parler là-dessus. Intelligence artificielle, comment le définir? Globalement, le terme intelligence artificielle réfère à un système d'apprentissage automatisé. Je pense que c'est un terme qui est plus approprié. Apprentissage automatisé qui essaie de reproduire un mode de raisonnement d'un animal ou d'un humain, mais principalement humain. Et donc, il y a différents domaines dans l'intelligence artificielle. Classiquement, le machine learning, dont la régression très simple fait déjà partie. Donc, des outils qui sont d'ailleurs, même les outils de deep learning ou machine learning, les mathématiques c'est pas nouveau. Ça fait sur certains concepts 20, 30, 40 ans qui existent, qui ont été développés, pensés par des mathématiciens, certains même 50 ans. Mais sauf que pour l'instant, on n'avait pas les capacités. Donc, machine learning, ça commence avec la régression, ça va jusqu'à des outils un peu plus poussés. Globalement, le machine learning regroupe tous les outils qui sont dits supervisés. Ça veut dire qu'il y a une contribution humaine, une préconfiguration, une préconceptualisation de l'algorithme et de la donnée par l'humain. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le deep learning. C'est censé être, par exemple, les réseaux neuronaux qui ne sont pas supervisés, qui sont en mesure de faire de l'apprentissage automatisé tout seul ou avec très peu de supervision. Et là-dedans, donc, si on regroupe les familles d'outils qui sont actuellement déployés et notamment utilisés en médecine, vous voyez que sur le schéma à droite, il y a un dilemme entre notre capacité de comprendre l'algorithme et leur capacité, leur performance, leur capacité prédictive. Donc globalement, schématiquement, plus on arrive à le comprendre, moins il est performant. Et plus il est performant, comme le deep learning, moins on arrive à le comprendre et moins on arrive à suivre son cheminement et son raisonnement. Donc ça veut dire que ça ne reflète pas du tout forcément un raisonnement humain. Il y a toute une discussion en littérature. Est-ce qu'on a besoin de comprendre vraiment les outils? Parce qu'on utilise aussi au quotidien en médecine des outils dont on ne sait pas. On a même des médicaments, le paracétamol, on ne sait toujours pas comment ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est important d'avoir cette référentiel sur l'explicabilité et la performance des modèles. Ici, c'est une revue que je vous recommande vraiment, qui est très bien écrite par Eric Topol, qui est un expert en innovation médicale, non seulement en intelligence artificielle, mais c'est vraiment quelqu'un qui suit l'innovation médicale du niveau cellulaire, microbiologique jusqu'à l'intelligence artificielle, qui a écrit cette très belle revue. Et évidemment, il y a cette utopie que globalement, toutes les données santé qui pourraient être générées par un patient, un individu, du niveau cellulaire jusqu'à son intégration socio- et économique, pourrait refléter, on pourrait le capter, mapper avec des outils d'intelligence artificielle
et l'accompagner tout le long de sa vie, en fait, non seulement de son parcours de patient, mais tout le long de la trajectoire de sa vie. Donc ça, c'est une belle utopie. Et plus spécifiquement en anesthésie-réanimation, globalement, ces outils nous permettent de mieux classifier, stratifier les patients, soit pour la prédiction, soit pour le traitement, faire du traitement d'analyse d'image, de la prédiction pour améliorer l'aide à la décision, améliorer nos études et nos méthodes de recherche observationnelle pour faire de l'inférence causale, on va dire, plus évoluée, à la fois soit pour trouver de nouvelles associations ou de liens de causalité, ou pour mieux préparer, construire des hypothèses plus robustes pour des études interventionnelles. Et bien sûr, il y a des systèmes de boucles tels que d'administration de médicaments. Je pense que Nicolas va nous en parler, ou de la ventilation, mieux piloter la ventilation, ou le traitement de signaux complexes comme l'électroencéphalogramme, l'ECG ou des informations hémodynamiques. Donc quelques exemples qui paraissent très prometteurs, et ça bouge très très vite. Ici, un papier qui date de 2015, mais qui a donné ensuite, qui a inspiré d'autres travaux sur la variabilité de la fréquence cardiaque en préhospitalier pour prédire les besoins d'un patient traumatisé. Et donc maintenant, ça bouge tellement vite que, par exemple, cet algorithme est accessible en accès libre sur un site qui s'appelle GitHub. Donc vous voyez, ce domaine bouge énormément. Donc ça, c'est une piste intéressante. Ou ce travail que je trouve toujours encore très élégant, même s'il commence à dater, de Mathieu Komorowski de Londres, qui avait utilisé des boucles de renforcement pour identifier la meilleure stratégie de traitement de patients en choc septique entre des vasopresseurs et de l'expansion volémique. Ou ce travail, le Trial Hype, qui est un système de early warning pour identifier les patients à risque en bloc opératoire avec des variations de l'hypotension, avec une étude randomisée contrôlée prospective qui permet d'identifier les patients à risque plus rapidement. Et ça, c'est un travail que personnellement je trouve extrêmement impressionnant, qui est tout un panel de travaux de l'équipe autour de James Moon, qui montre que maintenant, en fait, des algorithmes de machine learning qu'ils ont développés font mieux que des experts internationaux sur l'échographie cardiaque. Sauf qu'il faut constater, ce diapo, même si le papier de Intensive Care Medicine date de 2020, on a quand même globalement un gap. Sur la première ligne, vous voyez l'évolution, l'explosion des papiers, notamment des développements de modèles de prédiction ou des prototypes. Ici, vous voyez une validation, donc c'est déjà beaucoup, beaucoup moins. Et surtout, il n'y a pas très peu de travaux qui essaient de mettre vraiment en situation réelle les outils ou testent une intégration dans un workflow, ou encore moins de l'évaluation clinique. Ça, c'est en jaune, ça serait une trajectoire idéale, et ce gap existe toujours. Ça veut dire pour l'instant, il y a très peu de pénétration d'applications vraiment cliniques avec une intégration workflow et un bénéfice patient. Et même si ça date de 2020, ça n'a pas beaucoup changé, parce que récemment, j'ai eu le plaisir d'être invité à Cambridge à un symposium où il y avait plusieurs experts, et la question était pourquoi on a tellement de difficultés de pénétrer, de démontrer qu'il y a un bénéfice patient avec ces outils. Et donc plein d'obstacles identifiés qui sont réglementaires, la qualité de la donnée, financiers, les intérêts médico-économiques. Mais pour l'instant, la pénétration, il y a toujours vraiment un gap, ça c'est indéniable. Personnellement, je pense que le gap, il vient du fait que pour l'instant, en tout cas, et je serais ravi d'être challengé là-dessus, et peut-être ça peut être un sujet de la discussion, que les outils sont aussi démunis, ils font aussi pas bien face à l'incertitude que nous, les cliniciens. Et c'est là qu'on aimerait avoir leur apport, en fait. C'est lorsque moi, je suis incertain, ça serait super qu'un outil puisse réduire ce niveau d'incertitude. Et pour l'instant, ils ont du mal. Pourquoi ? Parce que je me permets de partager le postulat que pour l'instant, l'IA est ni intelligent et ni artificiel. Je m'explique. Ni intelligent, parce que même des outils comme le deep learning nécessitent quand même un pré-traitement, une pré-configuration. Même ChatGPT emploie des milliers de data scientists ou d'ingénieurs pour pré-traiter l'information, même s'ils arrivent à alimenter leur base de données avec il paraît, centaines de millions de livres ou de documents. Il y a quand même un pré-traitement, une pré-configuration, une intelligence humaine, une connaissance métier qui est nécessaire même pour le deep learning. Elle n'est pas artificielle non plus parce qu'il faut de l'humain. Il faut de l'humain déjà pour créer l'interaction physique, qui est une interaction par exemple patient-soignant, soignant-famille. Donc il y a une interaction physique qui doit exister, qui doit être ensuite retracée dans un outil métier, numérisé,
Donc, il n'y a rien d'artificiel derrière. La donnée, elle ne tombe pas. Elle existe quelque part dans la vie réelle. Donc ça, pour l'instant, on est très mauvais sur ce travail de décontextualiser l'information réelle et de la numériser. À un point que, par exemple, dans ce symposium, on était tous d'accord que c'était extrêmement difficile de définir un référentiel d'excellence clinique. Ça veut dire que pour l'intelligence artificielle, en fonction du contexte, du pays, de guideline, quelle serait vraiment la référence d'excellence clinique. Et au final, pour l'instant, ces outils, pour plein de raisons, notamment la fragmentation de données dans différentes sources et différents formats, elle est très mauvaise pour extraire de la donnée contextuelle, qui est quand même primordiale pour prendre au final une décision. D'accord, là, c'est pas l'intelligence artificielle. Voilà. Donc il ne faut pas sous-estimer cet obstacle de la préconfiguration, du pré-traitement de la donnée, de la rendre exploitable par ces outils, et donc du vieux adage en data science, trash in, trash out. C'est pour ça que personnellement, je reste persuadé qu'on n'a pas d'alternative à une méthode scientifique et une évaluation rigoureuse et scientifique de ces démarches, de ces outils. Personnellement, je reste sceptique, et ce qui me motive de porter un projet de recherche sur l'intelligence artificielle ou le machine learning, c'est pour le challenger, pour vraiment voir est-ce que ça nous apporte un bénéfice en tant que clinicien dans la pratique clinique ou pour le patient. Et le mieux que je peux trouver, c'est d'apporter une démarche scientifique et de bon sens. Et c'est pour ça que je vous ai mis ces 5 références qui ne sont pas forcément tournées vers l'intelligence artificielle en dehors du Tripod AI et du Appraise AI Tool, mais aussi cette série de 3 papiers, désolé pour le mauvais bouton, ces 3 papiers dans le BMJ qui explorent et qui expliquent vraiment comment on peut évaluer un outil ou un modèle de prédiction dans sa robustesse. Et donc en résumé, ça revient toujours vraiment beaucoup au bon sens. Ça veut dire que le outcome que je choisis, qui doit être pertinent cliniquement, avec un bénéfice patient, d'être certain de mes prédicteurs ou des variables explicatives soient débiaisées, par exemple, qui ne soient pas de la pratique clinique, parce que la pratique clinique que je vais prédire, elle peut être très très dépendante d'un système à l'autre, d'un contexte à l'autre. Toujours la qualité de la donnée, c'est vraiment le B et bas. Comment ça a été validé? Ça, il y a vraiment des recommandations très claires maintenant à respecter. Et quelle est la validité externe de l'outil? Pour donner un exemple, ici, vous voyez l'écran. Je ne sais pas qui dans la salle utilise cet outil sans nommer le labo ou l'entreprise qui le produit. Donc, c'est un outil de prédiction d'événements hémodynamiques à partir de données patients. Donc, l'idée, c'est d'anticiper en fait des événements hémodynamiques. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec les développeurs et de les challenger justement avec une démarche scientifique sur la validation, sur la méthode de validation, sur une vérification croisée avec une mesure physiologique. Et autant que, donc déjà même sur l'outcome prédit, il y a une vraie discussion à avoir, est-ce que c'est pertinent? Personnellement, je ne suis pas très convaincu de cet outil sans le nommer. Donc comment faire face à cette incertitude? Si moi je suis incertaine, si la machine pour l'instant elle ne peut pas faire mieux, et dans le travail que je mène on a vraiment un défi, c'est de comment présenter l'incertitude générée par l'algorithme lorsque lui aussi il a un doute et qu'il ne peut pas donner une information avec certitude. Comment vraiment ça peut nous apporter quelque chose dans le futur et dans la vie réelle? Eh bien, je pense qu'il ne faut peut-être pas penser que les algorithmes, les machines vont nous donner une vérité absolue. C'est plutôt de considérer qu'eux aussi sont biaisés. Et que, en fait, c'est un équilibre entre le biais humain et le biais machine. Et qu'ils ne sont peut-être pas biaisés, ils ne portent pas les mêmes biais, ils ne sont pas biaisés pour la même raison. Mais il faut connaître les biais. Et c'est donc dans une synergie qu'il peut y avoir une sorte de débiasing, comme on dit en sciences cognitives, que la machine, elle permet peut-être un benchmark cognitif de me confronter à une prédiction, à une appréciation de la situation qui n'est pas la mienne. Donc c'est une sorte de collègue machine. Et si je connais les limites de l'outil, je peux apprécier ces biais, apprécier mes propres biais et les confronter
Et dans ce cas-là, ça permet d'augmenter ma perception de la situation, peut-être me sensibiliser pour un patient que j'aurais sous-estimé ou surestimé, et dans ce cas-là, donc améliorer ma prise de conscience et au final apporter une aide à la décision. Donc ça nécessite, à mon avis, une démarche scientifique rigoureuse. Il n'y a pas le choix. Et ça, ce n'est pas évident face à la vitesse de l'évolution de ce domaine, et notamment des pressions médico-économiques qu'il y a derrière. Et on peut en débattre parce que le pipeline de la recherche est long et peut-être pas forcément adapté à la vitesse dans laquelle évolue ce domaine. Merci pour votre temps.